Salut à tous, et on est dimanche 26 février. Je vais faire une petite vidéo qui va faire un petit peu la jonction entre la polémique du moment, à savoir la double licence, et un sujet que je voulais traiter depuis un certain moment, suite à des questions de ceux qui me suivent concernant un petit peu ma situation financière, comment ça se passe au niveau des clubs et des sponsors. Donc je vais un petit peu expliquer comment tout cela fonctionne et ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre le quotidien d'un petit professionnel du tennis de table comme moi. Pour être tout à fait transparent, à l'heure actuelle, je gagne la somme de 8000 euros à Nice, 8000 euros net par an. Et grosso modo, en Suède, je gagne 4000 euros par an. Donc, on va dire en gros que je suis payé 1200 euros par mois sur 10 mois. Donc, ce sont des contrats qui sont pas forcément très bons. Je pense que un joueur de mon niveau peut trouver mieux, peut-être dans d'autres situations. Voilà, la chose aussi à retenir dans la problématique des salaires, c'est que on ne peut pas faire une généralisation des cas. C'est-à-dire que en Pro B, vous allez pouvoir trouver des joueurs qui gagnent plutôt bien, d'autres qui gagnent pas beaucoup en fonction par rapport à leur performance ou par rapport à leur classement. Voilà, tout est un petit peu dépendant de la situation du club, de la motivation du joueur, de ses talents aussi de négociateur, etc., etc. Donc je parle juste en mon nom. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas que vous vous disiez après avoir vu cette vidéo, oui, les joueurs de Pro B gagnent 8000 euros par an. Non, c'est pas le cas. Je pense être un tout petit salaire en Pro B. Mais bon, voilà, c'est ma situation actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas comme ça. En fait, pour vous donner un petit peu des ordres d'idées, quand je suis arrivé à Villeneuve-sur-Lot en 2010-2011, j'étais payé 22 000 euros par an, mais à l'époque j'étais beaucoup mieux classé, j'étais numéro 40 français au classement SFTT. Je venais de jouer une saison en première division allemande et j'étais venu à Villeneuve-sur-Lot en tant que leader sportif et aussi moral afin de construire le début du projet qui a maintenant complètement évolué depuis quelques années avec beaucoup de succès du côté de Villeneuve. L'année qui précédait en Allemagne, j'ai touché 20 000 euros. Et mes meilleures années étaient du côté de Caen en 2006, 2007, 2007, 2008, où la première année j'ai touché 15 000 euros par an, mais pour une demi-saison seulement, puisque j'avais fait un deal avec Caen. Donc on était parti sur une base de 15 000 euros pour une demi-saison. Et l'année qui a suivi, j'avais très bien joué cette première saison de Pro A. J'avais signé un contrat de 30 000 euros, qui était un superbe contrat. Malheureusement, quand à cette époque il y a eu des problèmes financiers, il n'a pas pu complètement honorer mon salaire cette année-là, mais ils ont fini ils ont étalé leur dette sur plusieurs années et ils ont fini de me rembourser. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que donc les salaires peuvent être très fluctuants, bien entendu, en fonction du niveau. Mais voilà, à l'heure actuelle, moi je touche 1200 euros par mois sur 12 mois, sur 10 mois pour jouer au tennis de table. Donc autant dire que c'est impossible de pouvoir vivre avec 1200 euros par mois de nos jours avec des enfants. Donc c'est compliqué. Donc c'est sûr que aller jouer dans un deuxième championnat, c'est loin d'être du luxe. Quant à mes sponsors, à l'heure actuelle, je n'en ai pas. Je n'en ai plus depuis maintenant de nombreuses années. J'ai longtemps, très très longtemps, j'ai eu un seul et unique sponsor tout au long de ma carrière, qui a été Butterfly, qui m'a suivi depuis que j'avais l'âge de 10 ans, Benjamin 2, jusqu'à environ mes 25-26 ans, au moment où j'ai, entre guillemets, arrêté le haut niveau à Villeneuve-sur-Lot.
enfin après mon passage à Villeneuve-sur-Lot. Et, euh, et donc voilà, et pendant cette période, très longue période avec Butterfly, il y a eu des périodes où j'ai touché de l'argent. Je faisais partie du top 10 français et je touchais environ 500 euros par mois supplémentaires à cette période de ma carrière. Donc à l'heure actuelle, je connais pas le montant des contrats des gros joueurs professionnels. Ça peut être, ça peut varier énormément pour un peu aussi comme en Pro B, c'est-à-dire que ça va dépendre du cas par cas. Euh, et en Pro B, comme je vous l'ai dit, je suis un des plus petits salaires. Mais bon, ça vous donne un peu un ordre d'idée, et pour vous dire à quel point le fait de pouvoir jouer dans plusieurs championnats, être embauché par plusieurs clubs, est, euh, est très nécessaire. Alors pour être tout à fait franc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou qui ont entendu parler de moi, je ne fais pas que du tennis de table dans ma vie. Et ça fait maintenant de nombreuses années que je joue aussi au poker. J'y ai joué pendant plusieurs années de manière professionnelle. Et ça m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté. Et j'ai continué à y jouer un petit peu de manière moins intensive, mais j'y joue toujours pour arrondir mes fins de mois. Donc ça, mais je suis vraiment un cas à part et il faut pas compter dessus. Donc si j'avais pas le poker, si je m'étais pas investi dans le poker à une période de ma vie pour pouvoir gagner plus d'argent, je serais dans une situation aujourd'hui où même si j'avais peut-être moins baissé en termes de qualité pongiste, je pourrais espérer gagner 1500, 1800 euros par mois, grand maximum, en cumulant plusieurs championnats. Et pour dire à quel point ça peut être dangereux, du coup, de s'investir dans le tennis de table, c'est qu'il faut ne pas oublier que j'ai pas été toujours un second couteau. Lorsque j'étais jeune, je faisais partie des tout meilleurs français. J'étais même le meilleur français dans la catégorie jeune de mon âge. J'étais champion de France Benjamin, champion de France cadet, numéro 1 français junior. J'ai eu 9 médailles au championnat d'Europe. J'étais vice-champion d'Europe cadet. Bref, j'étais vraiment appelé à être un des plus gros espoirs du tennis de table tricolore. Et j'ai toujours fait partie de la fédération. J'ai passé 8 ans à l'INSEP. Et donc, du coup, j'étais vraiment amené à devenir peut-être membre du top 100 français et peut-être membre de l'équipe de France senior. Et ce que je veux dire par là, c'est que si un joueur comme moi, qui avait entre guillemets toutes les chances de son côté, qui avait un avenir des plus prometteurs, se retrouve quelques années plus tard dans des situations financières précaires, ça veut dire que peut-être j'ai fait une erreur en arrêtant les études après le bac et juste en passant un brevet d'état premier degré qui me donne toujours une possibilité de me reconvertir en tant qu'entraîneur. Mais entraîneur en France, c'est pareil, ça gagne pas non plus énormément. Donc si un joueur de mon calibre, je parle d'un joueur de mon calibre dans la catégorie jeune, aurait dû peut-être assurer ses arrières et faire des études, il paraît logique que tous les joueurs devraient en faire de même. Et si tous les joueurs en font de même, encore une fois, je pense que ça aura un impact sur la compétitivité des joueurs français. J'ai regardé la vidéo que Julien Girard a sortie ces derniers jours. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder très vivement. Elle est vraiment très bonne. Julien s'exprime très bien et explique parfaitement les tenants, les aboutissants de la problématique de la double licence. Donc voilà un peu la situation actuelle. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, si je pars sur un même style de contrat avec Nice, c'est-à-dire 8000 euros par an, que je n'ai plus la possibilité d'aller jouer dans d'autres championnats, voilà, je me retrouve à devoir vivre avec 800 euros par mois. Donc, bien entendu, personne ne m'oblige à être joueur de tennis de table.
Il y a des possibilités de se reconvertir, des possibilités de reprendre les études, mais c'est pas quelque chose de facile. Et il faut bien comprendre, en tout cas, que lorsqu'on est jeune et lorsqu'on s'investit à fond, et ben, on a envie de pouvoir en vivre. Et quand on est jeune, quand j'étais jeune, la situation économique était nettement plus enviable. Il était complètement imaginable de pouvoir vivre décemment d'utilisable, même si on n'arrivait pas au top du top français ou mondial. Un autre point que je voulais rajouter, et qui peut être aussi intéressant, c'est que si on se remettait 10 ans en arrière, je pense qu'il aurait été impensable de penser qu'on aurait pu arriver à une situation, une conjoncture globale d'utilisable aussi mauvaise, c'est-à-dire avec très peu de joueurs qui gagnent bien leur vie, uniquement les joueurs de Pro A pour ainsi dire, peut-être et quelques joueurs de Pro B. À l'époque, même en National 1, on trouvait des salaires pour des joueurs relativement modestes vraiment supérieurs, était pas rare. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, un joueur de mon niveau actuel, c'est-à-dire qui se situe entre 70, 80 français FFTT, il pouvait avoir entre 15 et 18 000 euros facilement. Donc on parle quand même de quasiment 2 fois plus. Il fut un temps où j'ai essayé de placer aussi des joueurs étrangers en France, et tous ces joueurs étrangers ne s'étaient pas rendus compte du changement économique qui s'était passé en France, et tous les joueurs demandaient 15 000 euros, 16 000 euros, comme quelques années auparavant. Et j'ai eu du mal à leur expliquer que non, maintenant c'était plus possible, qu'il y avait énormément de concurrence, et que surtout, les clubs n'avaient plus les moyens, pour la plupart, de payer autant de salaires. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les subventions pour la plupart ont énormément baissé, et donc on n'est plus du tout dans le même monde. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a 10 ans, on ne pouvait pas s'imaginer que la situation actuelle allait arriver ainsi. Qu'est-ce qui nous empêche de croire que la situation puisse empirer et que maintenant, ce sont les clubs de Pro A qui se retrouvent à être aussi dans la mouise financièrement? Puisque là, à l'heure actuelle, on va dire qu'il y a en gros, grosso modo, 12-14 clubs en France qui sont, on va dire, à l'aise financièrement et qui ont la capacité de rémunérer correctement des joueurs et qui pourraient vivre en ne jouant qu'un seul championnat. Si la récession continue, si les subventions continuent à descendre, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, c'est une simple hypothèse. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que bientôt seulement 8 clubs pourraient assurer, et ensuite pourquoi pas 6 et pourquoi pas 4? Bref, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc si on se retrouve avec des salaires qui continuent à descendre, ce qui n'est pas impossible, puisqu'il n'y a rien qui puisse montrer que les salaires vont remonter, on risque de se retrouver dans une situation critique à la fois pour les joueurs, et aussi critique pour la compétitivité des joueurs français. Voilà, comme je l'ai dit, si on se retrouve, ça se trouve, on se retrouvera dans 10 ans dans une situation identique à celle du ping féminin. Je ne sais pas si vous avez vu la liste des championnats de France féminins, donc je vais peut-être pas me faire que des amis quand je dis ça. Je n'ai rien contre vous les filles, mais j'ai trouvé c'est quand même assez déplorable, et le niveau est quand même très 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 faible. Si on enlève les joueuses asiatiques naturalisées, Sylvie Plaisant, qui a plus de 40 ans, qui est maintenant policière depuis de nombreuses années, partirait numéro 5. Et ensuite, à côté d'elle, il n'y a que des jeunes joueuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une joueuse quasiment de 25 ans. Ce sont que des gamines et quelques rares cas isolés comme Sylvie ou Agnès Solanic encore il y a quelques années, même l'année dernière, qui font de la résistance. On n'a plus aucune joueuse de 25 ans, on n'a plus aucune joueuse de ma génération. Toutes les joueuses de ma génération qui ont une trentaine d'années ont complètement arrêté le tennis de table, hormis Carole qui a fait une pause en plus. Et encore Carole, on parle quand même d'une fille qui a gagné 5 fois le championnat de France. Donc voilà, les filles arrêtent le tennis de table. Et on parle de filles qui étaient en équipe de France junior, qui étaient en équipe de France senior lorsqu'elles étaient jeunes. Elles ont tout simplement arrêté le ping. Et pourquoi on ne pourrait ne pas en arriver là en garçon? C'est pas impossible.
Donc, pourquoi priver les joueurs d'argent qui existe, d'une solution viable qui existe? Voilà. Au nom de quoi, au nom de qui, je ne sais pas. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo. Vous avez une petite idée de moi, comment je vis. On pourrait prendre d'autres exemples. J'ai pas envie de parler en leur nom sans leur autorisation, mais je sais que par exemple mon coéquipier Jérémy Petiot, qui est numéro 54 français au classement FFTT, numéro 19 français, donc on parle quand même d'un joueur qui fait partie du top 20 français, il va perdre énormément financièrement à ne plus pouvoir jouer en Belgique la saison prochaine, sauf si National 1. Et on parle d'un joueur qui a tout sacrifié pour le tennis de table. Et la fédération et les gens, il faut bien qu'ils se rendent compte que si on veut réussir à être joueur professionnel de tennis de table, il faut tout sacrifier et se donner le maximum de chances d'y arriver. Si un Simon Gauzy, lorsqu'il était plus jeune, un Simon Gauzy, même s'il était plus fort que moi au même âge, c'était le numéro 1 français en benjamin, le numéro 1 français en minime, le numéro 1 français en cadet, tout comme moi, le numéro 1 européen en cadet, enfin j'étais numéro 2, mais quasi comme moi. S'il avait grandi dans un contexte où il était quasiment impossible de vivre ses étapes sauf réussite exceptionnelle, il aurait peut-être dû, ses parents auraient peut-être réagi en le forçant à continuer ses études après le bac. Et on n'aurait peut-être pas un Simon Gauzy qui est 14 mondial, on n'aurait peut-être pas un Manuel Besson qui est champion d'Europe. Donc tout ça, il faut y penser, et il ne faut pas croire que les clubs de pro sont à l'abri de tout. Peut-être que la plupart des clubs de pro à l'heure actuelle sont contre la double licence parce que eux ont les moyens de payer leurs joueurs. Et j'espère que de me tromper, j'espère que ce n'est pas un cas qui arrive. Mais rien ne me prouve que la situation ne dégénère encore. Bon, je commence à tourner un petit peu en rond, je me répète un petit peu, donc je vais conclure là-dessus. J'espère en tout cas que vous aurez appris 2-3 choses lors de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos dans le journal de bord. Ciao.